À la une ce soir, le procès d'Alfred Marie-Jeanne, de sa fille et son gendre a été reporté. La mobilisation des avocats du barreau de Paris a entraîné le renvoi de l'affaire à demain. Le président du conseil exécutif annonce rester serein. Un procès suivi de près par son comité de soutien local. Des dizaines de militants se sont rassemblés devant le palais de justice de Fort-de-France ce matin. La délocalisation des débats n'entache pas leur motivation. La semaine de l'industrie continue. Zoom ce soir sur quelques entreprises locales très connectées. Certaines font appel à de nouvelles technologies pour se démarquer. Et puis, nous parlerons cinéma avec Nawel Pérez Vizcayart qui a remporté le César Révélation masculine 2018. Il est l'invité d'honneur des rencontres cinéma de Martinique. La projection de ces deux derniers films est programmée demain soir à Madiana. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. C'était prévisible, l'audience de l'affaire dite Green Parrot a été reportée à demain. La mobilisation nationale des avocats du barreau de Paris a entraîné le renvoi. Les soutiens d'Alfred Marie-Jeanne qui s'étaient déplacés en petits groupes ce matin à Paris restent néanmoins déterminés. Voyez ce reportage d'Éric Dupuis. La tête haute, le pas assuré, Alfred Marie-Jeanne se sent fin prêt à passer à l'attaque. Excellemment bien. J'ai pas de déclaration à faire, je me sens excellemment bien. Prêt pour tout ce qui va arriver. Même état d'esprit qu'il y a 2 ans donc, à la seule différence que ses soutiens ne se sont pas déplacés en masse, comme c'était le cas pour les audiences tenues à Fort-de-France. Peu nombreux, mais tout aussi déterminés à encourager leur président. Il y a des camarades qui travaillent, il y a les vies de famille. Mais rassurez-vous, grâce aux réseaux sociaux, tout ce que vous avez vu en mars dernier, ils sont présents sur les réseaux sociaux. Ils sont effectivement absents physiquement, mais on a pu leur transmettre. Ils sont au courant de tout ce qui se passe minute par minute. Et je pense que s'il faut monter, ils seront prêts à monter aussi. À l'intérieur de la 11e chambre du tribunal de grande instance, le procès ne débute pas. Toutes les parties sont unanimes. L'audience sera reportée au lendemain à cause de la journée justice morte décrétée par le barreau de Paris. 20 minutes après être entré, Alfred Marie-Jeanne ressort, toujours aussi serein. Ce procès-là, c'est un procès qui n'aurait dû jamais avoir lieu. C'est un procès à rebondissement. Et je rappelle que c'est moi qui ai porté plainte. Et que par conséquent, je suis là pour défendre l'honneur de mon pays, mon honneur et l'honneur de la Martinique. Ma défense, elle est blindée et ça va écraser tout le monde. Un point, c'est tout. Le président de la collectivité territoriale de Martinique est très attendu au tournant. Il ne s'est toujours pas exprimé sur le fond de l'affaire. Il faudra attendre ce jeudi avant qu'une nouvelle occasion se présente. Autre problématique soulevée par cette première audience tronquée, c'est l'absence de témoins à charge ou à décharge, dont 2 dominiquais. Une demande de visioconférence a été formulée par la défense, mais la Cour ne peut garantir sa tenue pour des raisons techniques. Cela pourrait entraîner de nouveaux rebondissements dans ce procès. Un procès suivi de près chez nous. Le président du conseil exécutif poursuivi pour conflit d'intérêts alors qu'il était président du conseil régional a son comité de soutien composé de plusieurs dizaines de personnes, des militants qui se sont rassemblés devant le tribunal de Fort-de-France ce matin. Reportage de Loïc Régis. En Martinique aussi, les militants du collectif de soutien d'Alfred Marie-Jeanne se sont mobilisés. Ils rejettent les accusations de faux, usage de faux et prise illégale de position. Rassemblés dès l'aube devant le tribunal de Fort-de-France, alors que le procès d'Alfred Marie-Jeanne devait débuter à Paris, ils réclament tout simplement sa relaxe. Alfred Marie-Jeanne a pris une décision politique avec l'ensemble des élus de la région de l'époque. Et aujourd'hui, on lui reproche simplement d'avoir tendu la main à nos frères de la Caraïbe. Nous sommes dans notre environnement, c'est bien l'environnement caraïbéen. Alfred Marie-Jeanne est traîné devant les tribunaux injustement. Et ce que nous attendons justement, c'est que la justice française, si on peut l'appeler ainsi, reconnaisse que le procès qui est fait à Alfred Marie-Jeanne est un procès inutile et qu'ils le laissent tranquille, qu'ils abandonnent cette procédure. Pour les militants, ce procès est injuste. Selon eux, les accusations auraient simplement un fondement politique. Tout le monde le sait depuis 2010, à l'orée d'élections à venir, le discréditer complètement afin que quelques 4-5 ans plus tard, il n'ait pas accès à la collectivité territoriale de Martinique. Mais tout le monde connaît le résultat de cette élection, bien évidemment. Oui, mais le procès devrait bien avoir lieu. Alfred Marie-Jeanne était président du conseil régional au moment des faits. Pour de nombreux Martiniquais, cette étiquette politique ne doit pas interférer dans le jugement. La justice doit trancher de manière juste. Non, il doit être traité comme quelqu'un
Un justiciable normal, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de poids de mesure. Mais bon, il ne faut pas non plus qu'il y ait trop d'acharnement non plus. Il doit être traité comme toute personne normale. Même si c'est un homme politique, il doit être jugé comme tout le monde. C'est une bonne chose qu'il soit jugé sur Paris, parce qu'en fait, il sera traité comme tout homme. Voilà. On ne va pas le reconnaître comme un homme politique, mais comme un homme, un citoyen martiniquais. Voilà. À l'image de plusieurs hommes politiques mis en accusation, et comme n'importe quel citoyen, Alfred Marie-Jeanne bénéficie de la présomption d'innocence. Mais peut-on s'attendre à un traitement de faveur ? Ça n'est pas quelque chose d'extraordinaire que le dépaysement de ce procès, ça arrive fréquemment, y compris dans l'Hexagone. Tel événement en Corse, par exemple, sera jugé à Paris ou à Marseille, afin d'éviter que la justice ne travaille pas, comme elle le dit, sereinement. En cas de condamnation, les conséquences seraient immédiates sur la CTM. Tous les membres du Conseil exécutif doivent démissionner. Alors là, c'est tout un système un peu compliqué. Et puis, il y a un risque d'éclatement de la majorité de travail à l'Assemblée. Ce procès délocalisé devrait débuter demain au tribunal correctionnel de Paris. Il devrait durer jusqu'au vendredi 30 mars. La semaine de l'industrie continue. Le thème retenu cette année, je vous le rappelle, est l'industrie connectée. De plus en plus d'entreprises font appel aux nouvelles technologies pour se démarquer. Présentation ce soir de quelques produits qui rentrent dans la thématique. Reportage d'Alizé Lutran et de Raphaël René. Il y a 5 ans, Eric, ingénieur de formation, a eu l'idée de proposer aux entreprises des applications web et mobiles sur mesure, des sortes de tableaux de bord pour les aider à mieux organiser leur activité. Agroalimentaire, immobilier, santé, le marché est vaste. Donc ici, par exemple, on a une application qui est installée dans les points de vente, qui permet de valider, en fait, de prendre la place de ce qu'on avait avant des bons de livraison papier. Donc assez simplement, on a une interface qui permet de rajouter des quantités. Donc là, je reçois 52 Zaccharie, je les rentre et ils sont effectivement dans mon système. Chaque produit est assigné à un poste de travail et un collaborateur est assigné à un poste de travail. Donc il reçoit automatiquement ce qu'il a à produire et en temps réel, il va dire sur cette commande de 29 gâteaux, j'en ai réalisé 4 par exemple. Des interfaces qui boostent aussi les performances. On a également mis en place un système où on insère les objectifs de production. Donc quotidiennement, il y a une certaine quantité de produits à réaliser et donc en fonction des performances des collaborateurs, on est capable de les intéresser. Bien que les entreprises soient encore peu coutumières de la pratique, la demande est grandissante. Autre avancée technologique, l'imprimante 3D. L'appareil permet de créer des objets usuels en quelques heures. Il suffit d'apporter son modèle ou son idée à Estelle, qui va ensuite recréer la pièce sur un logiciel 3D. Il n'y a plus qu'à lancer l'impression. Là, par exemple, c'est une tête de figurine qu'on a lancée pour une figurine de 50 cm de haut. Donc, ça fonctionne, ça utilise du filament plastique ou même des matériaux plus techniques comme du filament qui est chargé en fibre de carbone à ce moment-là. Et c'est très résistant, c'est équivalent à du métal. On peut faire n'importe quelle pièce résistante, n'importe quelle pièce technique à partir de n'importe quel filament. À condition que la pièce ne dépasse pas les 60 cm de hauteur. Professionnel ou particulier, chacun peut venir faire imprimer ses objets. Une petite pièce, par exemple une poignée d'aspirateur ou quelque chose comme ça, ça peut coûter entre 10 et 20 euros. Et plus l'objet sera lourd, au final, plus il sera gros, plus ça va coûter cher. Ça répond à des besoins pour, par exemple, refaire des pièces qui auraient cassé, des pièces détachées qu'on ne trouve pas ici, qu'on est obligé d'importer, qui ne se font plus, etc. Pour également recréer des objets design, des objets d'art, de décoration. L'outil révolutionnaire est arrivé il y a peu sur notre territoire, de quoi susciter la curiosité de ces jeunes venus découvrir son fonctionnement. Il y a des choses auxquelles moi-même je ne pensais pas que ça faisait, comme des objets qui sortent directement de l'imprimante amovible. Ça, j'avais jamais vu ça et je suis très content d'être venu pour voir ce qui se passait. La jeune génération, justement, semble particulièrement réceptive à ces nouvelles techniques. La mission académique aux relations école-entreprise a lancé un défi à ces lycéennes en filière mode. Elles ont eu 1 mois pour élaborer un prototype de vêtements intelligents connectés. Ça peut être pour ceux qui sont en mer, ça peut être pour des randonneurs, ça peut être pour des pêcheurs. Ça peut pour être un peu n'importe qui en fait. Les LED vont servir à être repérés grâce à la lumière.
On va pouvoir mettre son téléphone ici pour la géolocalisation. Et on a le QR code qui est juste là, qui va permettre de savoir des informations sur l'utilisateur, son nom de famille, son âge, sa profession et tout ça. Ce gilet de sauvetage sera peut-être un jour commercialisé. Grâce à ces porteurs de projets, la Martinique se tourne résolument vers un avenir 3.0. Direction la Guyane qui, comme chez nous, se prépare aux fêtes de Pâques. Les pêcheurs font le plein pour la recette traditionnelle là-bas, le bouillon d'Arwawa. Quels seront les poissons qui seront présents dans les assiettes cette année? Voyez quelques éléments de réponse avec Ayodele Germain. Sur les rives limoneuses de la rivière de Cayenne se niche le poisson-chat, une cachette de laquelle il est débusqué par ses pêcheurs. Celui-ci de 15 cm de long sera relâché car trop petit pour le bouillon d'Awara. Quand c'est trop petit comme ça, ce n'est pas bien pour le manger quoi. Il n'y a pas assez de chair. Ce qui est mâchoire en blanc, bassoni, koumant, c'est pour faire boucaner pour Pâques, pour le bouillon d'Awara. Enfin vient le poisson-chat au profil idéal, presque 1 mètre du museau à la queue, 10 à 15 kilos, féroce, avec pour seule défense ses nageoires acérées. Ah, ce sont ses défenses, hein. Si on se fait piquer par ses défenses, c'est l'hôpital direct là. Ah oui, c'est venimeux? C'est douloureux et c'est aussi venimeux. Avant de le mettre dans le sac, on est obligé de couper ses défenses. Aujourd'hui, seule une dizaine de pêcheurs ont tendu leur ligne sur les eaux boueuses de la rivière de Cayenne. Les week-ends en marée basse, plusieurs dizaines d'entre eux patientent le temps d'appâter le poisson rare. Si René Claude et Fabrice sont des habitués, Quentin, lui, en est à sa 2e expérience sur le pont du Larivot. Et la proximité du passage des voitures le laisse de marbre. On fait attention, ça reste dangereux, mais on a une protection par le trottoir. Cette voie est interdite aux piétons pour des raisons de sécurité. Mais ces passionnés tiennent à leur filon de poisson-chat, passion et déterminés. Il n'y a pas d'autre endroit pour mieux pêcher que ici. Parce qu'ici, on attrape de grandes prises, quoi. De grosses prises. Direction la Guadeloupe maintenant qui rencontre de gros problèmes sur le réseau d'eau potable. 2 incidents majeurs en moins de 24 heures ont impacté Pointe-à-Pitre et les Abîmes. Des événements qui ont entraîné la fermeture des établissements scolaires dans ces communes. Voyez ce reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Privés d'eau depuis hier après-midi, les 3 lycées du secteur de Bainbridge ont dû fermer leur établissement aux élèves ce mercredi. Nous avons beaucoup hésité, mais comme on nous avait donné l'assurance que le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, à partir de 6 h du matin, l'eau serait présente dans notre établissement, donc nous n'avons pas pris le risque d'arrêter les cours. Par contre, ce matin, un petit peu avant 5 h du matin, nous avons eu confirmation qu'une 2e canalisation s'était rompue et donc là, nous sommes assurés qu'il n'y aura pas d'eau aujourd'hui. Donc très rapidement, avec mon adjointe, nous avons pris les décisions qui s'imposaient, c'est-à-dire prévenir les familles de ne surtout pas emmener leurs enfants ce matin à l'école. Déjà, nous avons étudié toutes les possibilités pour ne pas fermer l'établissement. On a attendu jusqu'à pratiquement 7h30, 8h. Pourquoi? Parce que nous avons des concours en ce moment, nous avons des conseils de classe, nous sommes obligés de fermer l'internat à midi. Nous avons pu conserver nos élèves de classe préparatoire en cours jusqu'à midi en faisant de gros efforts. Nous avons annulé l'école des classes préparatoires du mercredi après-midi. En tous les cas de cause, il sera difficile que l'établissement ferme demain matin, sinon nous remettons en cause pratiquement une bonne partie de l'année scolaire. Qu'il soit au jardin d'essai ou à Bainbridge, cette fermeture inattendue a pénalisé ses élèves. Depuis 7 h que je suis arrivé et maintenant je pars là, mais il n'y a aucune information qui arrive aux parents, donc on est venu sans savoir. Je suis arrivée en bus et on m'a dit qu'il n'y avait pas cours parce qu'il y a une coupure d'eau dans les lycées, je crois à LPO aussi, à Bainbridge aussi. Et vu que mes parents ne pouvaient pas venir me chercher, j'ai dû rester dans le lycée jusqu'à maintenant. Alors je n'ai absolument pas été informé de la coupure d'eau, mais apparemment les autres lycéens en ont été informés. Donc comme je suis en prépa, on a quand même dû travailler pour la préparation au concours. Mais malheureusement, on doit quand même quitter l'établissement car il n'y a pas d'eau, du coup on n'a pas cours cet après-midi. Les proviseurs demandent à leurs élèves de se tenir informés concernant la réouverture de leur établissement, qui sont donc fermés jusqu'à nouvel ordre.
Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous parlerons de l'histoire d'un homme de 38 ans qui dort dans la rue depuis 2 jours. Il vient d'être expulsé d'un squat mais doit poursuivre sa formation de réinsertion professionnelle dans la métallurgie. Et puis nous irons au François, envahi par les sargasses depuis 3 bonnes semaines maintenant. Les habitants de la presqu'île doivent prendre leur mal en patience. La 13e édition Rencontre Cinéma Martinique a commencé vendredi et se terminera ce samedi. Il est une manifestation organisée par Tropicatrium avec des séances cinéma programmées au Tropicatrium, à Madiana et dans les communes. L'invité d'honneur de cette année est l'acteur Nawel Pérez-Biscayart qui a remporté le César Révélation masculine 2018 pour le film 120 battements par minute. Et il est notre invité ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci pour l'invitation. D'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez reçu votre prix le 2 mars dernier. Quel est votre sentiment aujourd'hui, avec le recul, le mini-recul? Le mini-recul. On a vécu, en fait, avec ce film, avec ces 2 films, 120 battements par minute et Au revoir là-haut, qu'on montre jeudi, demain à Madiana, on a vécu vraiment une aventure très, très intense et voilà, qui a un peu terminé avec et cette belle récompense pour vous, personnellement, comment on vit ça? Je la partage vraiment avec l'équipe parce que pour ceux qui ont vu le film, qui vont le découvrir demain, c'est un film vraiment collectif. Donc ça a été vraiment une aventure collective et je tiens à le dire. Mais pour moi, évidemment, que ça fait plaisir de recevoir des prix et d'être accueilli comme ça aussi par le cinéma français. Alors justement, vos 2 films, 120 battements par minute et Au revoir là-haut, ont tous les 2 été primés à Cannes. On va regarder un extrait de ce qui sera projeté demain soir à Madiana et on en reparle juste après. Super. Nous vivons le sida comme une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant nos amis meurent et nous ne voulons pas mourir. Nous nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de 10 ans dans l'indifférence générale. Je vais résumer la situation. Melton Pharm a décidé d'orchestrer une pénurie de traitements afin de faire parler sa nouvelle molécule. Et densifier l'effet d'annonce, on va augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous. Tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements. Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative. Je risque pas de choper votre connerie de sida, je suis pas pédée. À Act Up Paris, nous avons choisi d'affirmer le sida comme un défi. Vous pouvez le relever avec nous. Rejoignez-nous. Pour avoir déclenché la guerre, pour ne pas l'avoir empêchée, pour avoir aimé la faire, vous êtes tous condamnés à mort. Exécution! Alors, 2 films très récompensés avec des thématiques très fortes. Est-ce que, alors demain soir, vous serez présent aux projections. Est-ce que, malgré toutes ces récompenses, vous appréhendez toujours l'accueil du public? Toujours. Je suis très nerveux, je suis très anxieux. Ouais, bien sûr. C'est toujours chaque voyage où on présente les films, ça fait un peu peur.
Mais c'est pour ça qu'on est là, parce que ça fait plaisir aussi d'avoir les retours des gens, du public. Alors racontez-nous comment vous avez vécu le tournage. Le tournage de 120 battements par minute a été un tournage très intense. On imagine. Vous allez voir le film, c'est un film où il n'y a pas une scène facile à jouer, donc vraiment on a fait un beau travail d'équipe. Et puis le film d'Albert Dupontel, Le Revoir là-haut, a été un tournage beaucoup plus long, de 4 mois, où on a, comme vous avez vu, il y a des scènes de guerre, donc il y a eu un engagement physique assez impressionnant. Et voilà, mais c'est très intéressant de travailler dans 2 films qui sont très différents, dont la fabrication est très différente, mais dont le résultat est, je suis assez fier. Et ça, c'est assez rare, de tourner dans 2 films qu'on aime bien, quoi. Et on parle surtout de vous par rapport à ces 2 films, mais vous avez eu déjà une carrière avant. Racontez-nous votre parcours. Moi, je suis argentin à la base. Je suis né en Argentine, j'ai grandi en Argentine, donc j'ai travaillé dans le théâtre, dans des séries télé en Argentine jusqu'à l'âge de 21 ans. Après, je suis parti à New York pour travailler avec un groupe de théâtre là-bas, The Wooster Group. Et puis, à l'âge de 25 ans, j'ai tourné dans un film français. Vraiment par accident, parce qu'il y avait un réalisateur français qui avait vu un film argentin qui était sorti à Paris. Je ne parlais pas mot de français, donc je suis arrivé en France, j'ai tourné dans ce film, après je suis parti. J'ai appris le français il y a 6 ans, et j'ai continué à faire des films un peu en Espagne, un peu partout. Du coup, j'ai eu une sorte de carrière internationale, et jusqu'en 2016, où on m'appelle pour tourner dans 3 films français d'affilée. Et donc voilà, l'année dernière, je me retrouve... à l'affiche de 2 films qui ont très bien marché. Et qui sont très récompensés. Ouais. Alors, un très beau parcours. Que pouvez-vous dire aux jeunes qui souhaitent se lancer dans la carrière d'acteur aujourd'hui ? Qu'il faut le faire. Si on sent que... Je sais pas, les conseils, c'est toujours très compliqué. Je dirais en fait de ne pas prendre de conseils. Ça, c'est déjà un conseil, parce qu'il faut être sincère, je pense, avec ce qu'on aime faire. Je pense que si ce qu'on fait, on le fait avec amour, avec passion, normalement, les résultats devraient arriver. Et que l'on comprenne bien, quelles sont vos plus belles expériences, les plus beaux moments que vous avez vécus ? Professionnellement parlant, un film que j'avais fait quand j'avais 19 ans, qui était un tout petit film qu'on a tourné en 3 semaines, dans lequel j'ai joué avec mes collègues de l'atelier de théâtre. Et on a vécu une histoire très, 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 très incroyable. C'est un film qui s'appelle Glue, que vous pouvez trouver sur Internet aussi. Dans lequel on a improvisé toutes les scènes du film. En fait, il y avait juste un scénario de 10 pages. On a vraiment dû improviser les dialogues du film. Et j'ai un souvenir incroyable de ce film. On a même vu neiger en plein été en Patagonie, Argentine. Et quels sont vos projets aujourd'hui ? En avril, je vais tourner dans un film de Alice Furtado. C'est une réalisatrice brésilienne. Et puis, il y a 2-3 projets pour la deuxième partie de l'année. En France, peut-être au Mexique aussi. Mais rien n'est confirmé, donc je ne peux pas trop parler. Donc vous êtes en Martinique pour cette semaine rencontre des cinémas de Martinique. Que pensez-vous de cette action et puis de votre venue ici ? Je suis très content en fait de découvrir la Martinique. Vous pouvez déjà faire un pré-bilan ? Vous pouvez déjà faire un pré-bilan de votre séjour ici ? Non, je pense que c'est un peu risqué, mais je peux vous dire que j'adore être ici, j'adore vraiment les gens, l'accueil, la gentillesse, la joie de vivre. Il y a vraiment une très belle énergie. Donc c'est incroyable de pouvoir aller à la plage, puis aller voir un film. Voilà, je sens qu'il y a un intérêt à y être. Et je suis très contente de montrer ces films ici, parce que je pense qu'Au revoir là-haut n'a pas eu de sortie ici, et 120 battements peut-être qu'est sorti l'année dernière. On a eu une sortie l'année dernière, rapidement. Donc je pense que si on peut un peu profiter du succès des récompenses des Césars pour inviter les gens à voir les films, je pense qu'il faut profiter. Et que peut-on vous souhaiter pour terminer ? Que peut-on vous souhaiter pour terminer ? C'est à vous. Plus de projets, plus de rencontres en fait. Le cinéma est fait des rencontres. Donc j'attends la prochaine rencontre, qu'elle soit aussi... Et de revenir en Martinique. Ce serait avec grand toutes plaisir. Vos récompenses. Merci à vous. Grand plaisir. Merci à vous. D'avoir répondu à nos questions. Et puis, bonne rencontre demain soir à Madiana. Voilà, merci. Merci à vous. Allez, ATV toujours plus proche de vous. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence avec une histoire faite de galères et de coups durs. William, un homme de 38 ans qui suit depuis 1 mois une formation de réinsertion dans la métallurgie, tente de s'en sortir, sauf que voilà, depuis 2 jours, il est contraint de dormir dans la rue. Faute de ressources suffisantes, il avait élu domicile dans un appartement squatté dans une cité foyalaise, mais les accès ont été murés depuis ce lundi. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Guéra Felroni.
Il y a 6 mois, William, sans emploi à l'époque, se sépare de sa compagne et du jour au lendemain se retrouve sans logement. Un temps recueilli par ses proches, il y a 1 mois et demi, il se réfugie ici, dans un appartement désaffecté de la cité Bonne-Air. Hier après-midi, lorsqu'il rentre de sa formation, voilà ce qu'il découvre. Je vois que la porte est arrachée, qu'elle est mise là sur le côté et que le mur, tout est briqué et qu'il n'y a aucune possibilité pour moi de rentrer. J'ai dormi dans la cage d'escalier de l'immeuble qui abrite la SAS de Bonne-Air et j'ai l'intention d'y rester jusqu'à ce qu'il trouve une solution pour moi. Plus de toit, ni d'eau courante, alors qu'il tente de se réinsérer professionnellement, la situation extrêmement précaire de William impacte également la formation de soudeur chalumiste qu'il vient d'entreprendre. J'étais obligé de commencer plus tard ma formation parce qu'il fallait d'abord que je trouve un endroit pour me laver. Et en fait, il fallait que je trouve un endroit pour trouver un vêtement. Ce que je n'ai pas trouvé, ce vêtement-là, je l'ai depuis hier soir. Ce qu'il y a de génial avec ma formation, c'est qu'on est nourri. On me donne à manger, donc le matin, j'ai un petit déjeuner. Et à midi, il y a une collation et un repas. William touche peu d'aide. Son apprentissage lui rapporte 500 € par mois. Trop peu pour pouvoir louer quelque chose. Dans l'impasse, il a demandé à la société gérante de la cité de lui laisser quelques semaines pour trouver une solution, sans succès. Ce qui me révolte, c'est déjà que la SAS ne comprenne pas que je ne suis pas un voyou et que je suis en train de me réinsérer. Avec toutes les preuves que je leur ai fournies de ma bonne volonté, les preuves que je leur ai montrées que j'étais en train de suivre une démarche pour intégrer un logement, ils n'ont fait rien de cela. Et ce qu'ils veulent, c'est faire sortir les gens, ne pas laisser d'autres personnes entrer, afin d'éviter un effet domino. Mais William n'est ni locataire ni propriétaire de ce logement. La cité ne répond plus aux normes de sécurité et sera bientôt désamiantée avant d'être détruite. Une procédure a été enclenchée pour reloger les anciens habitants qui ne concernent pas William. Nous sommes arrivés sur un site pour améliorer un logement qui, à mon information, n'était pas occupé. Alors, on a eu l'information qu'il était occupé par l'intermédiaire de son frère qui est venu sur site. Donc, nous lui avons donné un délai pour pouvoir déménager. Lui-même avait déjà eu un délai de l'ancienne propriétaire pour pouvoir déménager. Il n'est pas question sur un secteur à risque avec des blocs de béton qui risquent de tomber sur des personnes qui ne sont pas identifiées initialement, que l'on puisse maintenir des situations de logement. C'est à la fois insécure pour lui et insécure pour nous. Pour l'heure, William peut compter sur l'aide de son frère pour le dépanner. Dans 3 mois, il aura terminé sa formation et devrait être rapidement embauché dans une société de métallurgie. Il pourra peut-être alors tourner la page et prétendre à un logement décent. Autre histoire de galère vécue par les franciscains qui sont de plus en plus incommodés par les sargasses. Les algues brunes ont envahi les côtes de la presqu'île depuis 3 semaines maintenant et dégagent aujourd'hui de très fortes odeurs de décomposition. Des ramassages sont mis en place mais le désagrément est toujours présent. Hubert Bornil et Johan Boulard se sont rendus sur place. Regardez. Comme on peut le voir, le tractopelle est toujours en place ici à Presqu'île pour l'enlèvement des sargasses. Mais le gros problème auquel se trouve confrontée aujourd'hui la municipalité, c'est que sur place, on trouve encore des canaux. Il y a beaucoup de choses qui traînent le long de la côte, ce qui empêche véritablement les travaux. Alors pour l'instant, la mairie dit avoir informé les habitants du quartier, mais les choses tardent à bouger. Presqu'île aux François, comme on dit, petit quartier de pêcheurs, c'est là aussi que l'on trouve la plupart des yoleurs franciscains. L'invasion des sargasses a considérablement perturbé la pêche dans le coin. L'activité a repris, mais selon la plupart des pêcheurs, la mairie a mis trop de temps à réagir. Comme à présent, la mer a pourri, l'odeur est moins important. Mais le fait que le tracteur a mis à terre et a déchaissé de l'eau, là, ça a ouvert la boue. Le tracteur a venu là, il tue les sargasses au water. Regardez toutes les sargasses là. C'est pas qu'on a empêché de tuer les sargasses là. Ça n'a pas empêché. Mais vous n'avez pas attiré qu'on est là quand même? Oui, nous avons tiré. Nous avons tiré parce que normalement, nous a dit nous pas qu'à entrer dans ces sargasses là. Pour sa part, le maire tente de relativiser la municipalité qui dit tout mettre en œuvre pour améliorer le quotidien des populations concernées. Pour empêcher aux algues d'arriver à la côte, il faut les prendre plus loin, au large.
on ne peut pas encore le faire. Les engins ne peuvent pas encore le faire. Et à Frégate, on a eu une machine amphibie qui est partie de la terre et qui est allée en mer pour essayer. Mais on s'est rendu compte rapidement que cette machine était sous-dimensionnée. Nous avons quitté Presqu'île, Frégate Est. Ici, le contexte semble différent. Pourtant, la gêne est réelle. Le seuil d'alerte en hydrogène sulfuré était presque dépassé la semaine dernière. Aujourd'hui, on nous dit que ça va légèrement mieux. Je ne vous cache pas que vendredi dernier, chez moi, on en était au niveau 5. C'est-à-dire la limite entre l'orange foncé et le rouge. C'est-à-dire problème de respiration, nausées, problème bio, enfin c'est infernal. Hein. Je ne vous cache pas que tous les voisins considèrent que c'est infernal. On parle d'H2S, c'est de la chimie. Les gens entendent hydrogène sulfuré. Alors quand on entend hydrogène sulfuré et que ça sent l'œuf pourri, donc tu ne sais pas ce que ça fait à l'intérieur, donc tu te poses des questions pour toi-même. En tout cas, une affaire qui agace franchement les franciscains. Tous espèrent ici que le phénomène ne durera pas dans le temps. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 7h30 à 12h30 sur le parking du RSMA à Gondo-Lamentin. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don, derrière le CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, la tranche info continue. On retrouve Régine Germani dans une poignée de secondes, toujours en Tchèpeia. À tout de suite.